Le podcast Afrique-Chine vous est offert en partenariat avec le Africa-China Reporting Project de l'Université de Wits à Johannesburg. Le China-Africa Reporting encourage des reportages équilibrés et réfléchis sur les relations Chine-Afrique grâce à des programmes de formation innovants organisés tout au long de l'année. Pour plus d'informations, allez sur le site www.africachinareporting.com. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition d'Afrique-Chine, un podcast dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Nous couvrons tout ce que fait la Chine en Afrique, de positif comme de négatif, de grand comme de petit, des infrastructures comme des questions culturelles, des questions de musique. Je vous remercie d'être aujourd'hui branchés à cette nouvelle édition. Aujourd'hui, dans l'édition d'Afrique-Chine, nous parlons environnement, nous parlons investissement chinois et environnement, mais plus précisément dans le secteur minier. Nous avons reçu M. Richard Ilunga, membre de l'ONG AfroWatch en République démocratique du Congo, qui nous a parlé du rapport qu'ils ont publié concernant la pollution minière constatée dans les environnements d'une compagnie minière en République démocratique du Congo. Mais avant de se plonger dans le sujet du jour, je vous rappelle que notre site internet est déjà en ligne, www.projectafriquechine.com, où vous aurez toute l'actualité de ce que nous faisons, de ce que nous couvrons, de l'actualité chinoise en Afrique. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. On vous donnera beaucoup plus de détails plus tard, mais nous sommes présents sur les réseaux sociaux et nous serons heureux de recevoir vos feedbacks, vos commentaires. Donc, n'hésitez pas, à la fin de l'émission, de nous contacter sur afriquechine@chinaafricaproject.com. Afrique-Chine avec un K. Et voilà, vous allez pouvoir nous joindre directement et nous allons recevoir vos commentaires, vos feedbacks. Et si vous avez des invités que vous voulez que nous recevions sur notre show, n'hésitez pas à nous faire signe. Et nous allons les recevoir pour avoir une discussion très enrichissante et très intéressante sur la présence chinoise en Afrique. Je vous remercie et bonne audition. Monsieur Richard Ilunga, bonjour. Bonjour, Monsieur Christian. Comment vous allez? Je vais très bien. Chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui Monsieur Richard Ilunga. Il est membre d'une ONG congolaise appelée AfroWatch, African Resources Watch, une ONG qui est spécialisée dans la gouvernance des ressources naturelles en République démocratique du Congo. L'année 2021 a été une année très productive pour AfroWatch, qui a produit plusieurs rapports sur les investissements en RDC. L'un des rapports qu'ils ont produit qui avait attiré l'attention et qui certainement a contribué au processus de révision minière que nous avions constaté en RDC, c'est le rapport qu'ils avaient produit sur les contrats chinois, comme on appelle en RDC, le contrat qui lie l'État congolais, les entreprises et les entreprises chinoises, le contrat de la Sicomine. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra certainement aborder avec lui une autre fois. Mais ils ont aussi produit un autre rapport très intéressant il y a quelques semaines. C'est un rapport qui a lien avec la compagnie CDM qui s'appelle Congo Dongfang Mining, qui est une filiale du géant minier chinois Zhejiang Huayo Cobalt, qui exploite le cobalt et qui achète le cobalt en République démocratique du Congo. On va parler des opérations de CDM en RDC, mais si on va parler du rapport qu'ils ont publié concernant la pollution de l'environnement qu'ils ont constaté autour de la compagnie CDM. C'est pour ça que nous sommes très heureux de recevoir Monsieur Richard Ilunga aujourd'hui, qui va nous décortiquer. Il est co-auteur du rapport. Il va nous parler un peu de ce qu'ils ont trouvé. Monsieur Richard Ilunga, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre recherche que vous avez menée sur le terrain? Merci beaucoup pour la question. En fait, moi, c'est Richard Ilunga Mukena. Je suis directeur du programme de droits humains au sein de l'ONG Observatoire africain des ressources naturelles. Nous sommes basés à Lubumbashi, mais nous avons des activités de monitoring, de documentation, de violation des droits humains, de plaidoyer, d'accompagnement des communautés sur l'ensemble de la République démocratique du Congo et une partie de la Zambie. Et notre organisation est spécialisée sur les questions des ressources naturelles et notre mission, c'est de militer pour l'exploitation responsable des ressources naturelles. Nous avons un programme d'accompagnement des communautés et c'est dans le cadre de ce programme que nous avons suivi les plaintes des communautés qui vivent autour de l'entreprise minière Congo Dongfang Mining qui exploite dans la ville de Lubumbashi et dans un quartier résidentiel. En fait, nous avons suivi les plaintes des communautés comme
toutes les autres chaînes des radios de télévision au niveau local, même au niveau national. Et nous nous sommes dit peut-être que des autorités seraient déjà impliquées en train de chercher des solutions au sujet des plaintes, mais nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas une seule action, une seule démarche du gouvernement dans le cadre pour pouvoir accompagner les communautés en conflit avec l'entreprise CEDEM. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut une enquête sérieuse. Nous nous sommes mis, ça fait plus d'une année que nous étions en train de mener cette enquête autour de CEDEM. Nous avons en fait interrogé les victimes ou les communautés victimes. Il s'agit de 3 communautés qui proviennent de 3 quartiers, à savoir Kassapa, Kamatete, Kamisepe. Ce sont les 3 quartiers les plus impactés autour de l'entreprise CEDEM. Et nous avons interrogé les victimes et les témoins qui sont membres de la communauté. Nous avons interrogé les services techniques de l'État. Et nous avons même approché l'entreprise CEDEM pour pouvoir avoir toutes les informations, toutes les données nécessaires afin d'élaborer notre rapport que nous avons publié en février dernier. Et pour permettre à nos auditeurs de comprendre la question, c'est que l'entreprise CEDEM est installée à Lubumbashi là depuis plus de 5 ans. Et cette entreprise est en train d'exploiter ou de produire du cuivre et du cobalt. Et l'entreprise utilise l'acide sulfurique dans le traitement de ces minéraux. Monsieur Richard Ilunga, pour permettre justement à nos auditeurs de mieux comprendre encore, je voudrais juste relancer là pour qu'on saisisse mieux. La compagnie CEDEM à Lubumbashi, elle exploite le cobalt et le cuivre à Lubumbashi même, ou bien elle rachète plutôt ces cuivres, ce cobalt et qu'elle traite dans son entreprise de Lubumbashi? Ok. En fait, CEDEM, dans la concession qu'elle exploite actuellement à Lubumbashi, n'a pas de carrière, n'a pas d'unité d'extraction. CEDEM a l'unité de traitement. Mais les minéraux que CEDEM traite à Lubumbashi proviennent de Kolwezi ou de la province du Lualaba. C'est là que CEDEM a beaucoup de comptoirs d'achat de minéraux en provenance de l'exploitation minière artisanale. Et puis CEDEM achemine les produits à Lubumbashi et c'est à Lubumbashi qu'on a l'unité de traitement pour l'exploitation, plutôt pour le traitement de minéraux. Et dans l'entretemps, CEDEM a déjà acquis d'autres concessions qu'il est en train d'aménager pour maintenant l'extraction des minéraux, étant donné qu'il y a un débat ou donc une démarche au niveau gouvernemental qui a créé une entreprise générale du cobalt qui aura le monopole d'exploiter, de commercialiser le cobalt, et CEDEM a développé un autre mécanisme. CEDEM a déjà une carrière à Lubumbashi et CEDEM continue à acheter des produits de l'artisanat en provenance de la province du Lualaba. Ok, d'accord. Donc, continuez ce que vous nous disiez justement sur les opérations de CEDEM à Lubumbashi. Voilà, j'étais en train d'expliquer un peu brièvement les modes d'exploitation de CEDEM. CEDEM dispose d'un site de traitement et là, CEDEM utilise de l'acide sulfurique pour traiter ces minéraux là-bas. Et puis, CEDEM a une concession, en fait, qui est clôturée. Mais sur plusieurs endroits de sa clôture, il y a des voies de sortie, il y a des conduites qui permettent d'évacuer les rejets liquides de l'intérieur de la concession vers l'extérieur de la concession. Et puis la clôture qui sépare le site de CEDEM des communautés n'est pas, la distance n'est pas grande et c'est autour de 15 mètres. 15-10 mètres. C'est-à-dire, quand vous dépassez la clôture, vous êtes directement dans la communauté, alors que la loi exige au moins 1000 mètres comme distance qui doivent séparer les deux unités. Et quand CEDEM exploite, tous les rejets liquides ne sont pas gérés à l'intérieur, ne sont pas traités. La grande quantité est renvoyée à l'extérieur à travers les conduites que CEDEM a volontairement installées. Ce qui nous permet de dire que le rejet ou le déversement des rejets chimiques dans l'environnement, c'est une méthode dont dispose l'entreprise CEDEM pour pouvoir gérer ou traiter ces rejets. Et quand ces rejets sont renvoyés à l'extérieur par ces conduites, ça se déverse dans les canalisations résidentielles et avec des pluies abondantes généralement, ces eaux acidifiées inondent des parcelles des communautés. Et ces eaux détruisent des potagers ou des champs des communautés et ces eaux
affecte la santé des communautés parce qu'il y a des plaintes, des toux chroniques, des rhumes, il y a des douleurs au niveau des yeux parce qu'il y a également, en dehors des rejets acides, il y a la fumée et des odeurs qui dégagent les activités de SEDEM et qui se propagent dans l'environnement. Voilà en gros les plaintes que nous avons enregistrées au niveau des communautés, ce sont les érosions. Parce que ce sont des sérieuses quantités d'eau qui proviennent de la concession des SEDEM. Ces érosions détruisent les routes, ces érosions détruisent les maisons, inondent les maisons et ces érosions inondent également les puits que les communautés utilisent. Ces eaux acidifiées détruisent les potagers des communautés. Et il y a également les fumées et les odeurs qui se dégagent qui perturbent la vie au niveau des communautés. Vous abordez un sujet là très intéressant parce que il y a eu plusieurs rapports qui ont été publiés dans ce sens-là, non simplement par rapport à SEDEM, mais de façon générale sur le continent africain par rapport aux exploitations chinoises minières sur le continent. Les accusations qui reviennent souvent sont les accusations sur les violations des droits de l'homme, mais aussi les violations de l'environnement. On constate l'élément que vous avez mentionné tout à l'heure sur le déversement des produits chimiques dans l'environnement. C'est une situation qui est très commune et qui est très répandue d'ailleurs, qu'on a pu constater au Ghana, au Nigeria et même dans l'est de la République démocratique du Congo où des exploitants artisanaux de l'or utilisaient le mercure qui polluait les cours d'eau. Dans votre recherche sur le terrain, lorsque vous avez mené vos enquêtes, est-ce que vous avez constaté que c'était un problème propre à SEDEM ou c'est un problème qui est assez répandu dans le secteur minier dans la province du Haut-Katanga ou dans l'ex-province du Grand Katanga? Ah, merci. La question est intéressante parce que nous avons publié plusieurs études sur des questions de l'environnement. Et nous trouvons que c'est un défi majeur dans le secteur parce que ce n'est pas seulement SEDEM qui pollue l'environnement, c'est l'ensemble ou presque toutes les entreprises minières installées dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Mais nous avons compris que cette question se pose avec beaucoup d'acuité dans les entreprises chinoises. Nous avons des entreprises occidentales comme KCC, comme Mutanda Mining, ce sont des filiales de Glencore. Là, nous avons des cas de pollution de l'environnement, mais selon nos enquêtes, nous trouvons que ce sont des accidents. Vous comprenez? Ce sont des accidents qui arrivent dans l'exploitation de ressources minières. Mais ces accidents, à ce niveau-là, sont d'abord très mal gérés et par la suite, on a des semblants d'indemnisation des communautés. Mais au niveau des entreprises chinoises, notamment SEDEM, nous avons Sicomine, nous avons Comis, d'autres entreprises dans la province du Lualaba, vous allez voir que c'est ça le mode de gestion des rejets toxiques. Lorsqu'ils ont traité, ils ont des bassins qui n'ont pas la capacité de contenir les rejets. Parce que nous supposons qu'ils ont des experts en environnement et quand ils ont des bassins, ils tiennent compte, ce sont des bassins à ciel ouvert. Et quand il pleut abondamment, effectivement, même les eaux de pluie tombent dedans. Ils ne peuvent pas parler d'accident dans ces cas-là parce que ils profitent de plus abondantes pour ouvrir les vannes de leur bassin afin d'évacuer les rejets à l'extérieur et de laisser leur bassin respirer. Voilà pourquoi vous allez voir que chaque fois qu'il pleut abondamment, il y a également la sortie, il y a un fort débit de sortie de liquide de l'enceinte de SEDEM. Oui. Ce que vous mentionnez est très intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'environnement. Il y a quelques semaines de cela, nous avions une discussion avec des experts miniers lorsqu'ils nous parlaient de la question de la présence minière chinoise en République démocratique du Congo. Ils évoquaient notamment la question de l'ignorance, par exemple, lorsqu'ils parlent de l'extraction. Ils parlaient de la question de l'ignorance et de la non-maîtrise de certaines techniques minières de la part des compagnies chinoises à l'époque qui expliquaient leur façon d'exploiter les minerais en RDC. Aujourd'hui, lorsque vous nous évoquez cette question de l'environnement, et c'est comme je l'ai dit, c'est une plainte qu'on constate dans plusieurs pays africains, non pas simplement en RDC. On note un élément intéressant dans ce que vous dites, on constate l'élément intentionnel de la part justement des entreprises chinoises. Vous pensez que cet élément intentionnel est le fait, soit de l'ignorance simplement des normes environnementales et des bonnes pratiques environnementales en termes de gestion minière, ou vous pensez qu'effectivement c'est vraiment intentionnel dans
dans une logique de maximiser les coûts, de réduire les coûts et de maximiser les bénéfices, on décide alors de faire usage des pratiques des pratiques qui mettent en danger l'environnement. C'est effectivement ça. En fait, je ne sais pas, toutes les entreprises, avant de commencer ou de démarrer les opérations d'exploitation, elles mènent des études d'impact environnemental et elles disposent de plans de gestion environnementale et sociale. Et là-dedans, tous les impacts ou tous les incidents qui peuvent survenir sont prévus et il y a même des mécanismes de pouvoir les gérer qui sont également prévus. Ces études sont déposées au service technique de l'État qui apprécie ou qui approuve, et l'État dispose aussi des experts en environnement qui analysent ces études ou les résultats de ces études qui se disent c'est bon, l'entreprise peut commencer. Mais ce qui est vrai, c'est que toutes ces entreprises disposent des études d'impact qui prévoient ce genre d'incidents. Ces entreprises disposent de plans de gestion environnementale qui prévoient des mécanismes même qui prévoient des réponses en cas d'incident. Mais ces entreprises ne veulent pas les appliquer lorsqu'il y a de tels incidents de pollution dus au déversement d'acide. Mais ce qui est très grave, c'est que ces entreprises ne mènent même pas ces études d'impact normalement, comme prévu. Ces entreprises se contentent de corrompre certaines autorités pour œuvrer dans l'illégalité. Vous allez voir que chaque fois qu'il y a des plaintes comme ça, les autorités sont saisies, mais aucune entreprise n'est interpellée, aucune entreprise n'est inquiétée, aucun responsable d'entreprise n'est interpellé sur la question. Selon mon analyse ou notre analyse en tant qu'AfriWatch, c'est que ces entreprises profitent de la défaillance de l'État congolais. Et profitent de cette défaillance-là, parce que vous allez voir que même quand il y a des incidents, au lieu que ce soit les victimes qui sont indemnisées, au lieu que l'État puisse presser l'entreprise à réparer le préjudice causé, mais l'entreprise se contente de corrompre certaines autorités et le dossier est clos. C'est sans suite. Et c'est comme ça que tous ces cas se répètent. Et les investisseurs chinois profitent de ces cas ou de cette défaillance-là de l'État pour pouvoir maintenant, par exemple, déverser ou rejeter les rejets toxiques dans l'environnement. C'est moins coûteux pour eux que de construire des gros bassins de décantation. Et c'est ça, en fait, pour nous, c'est ça la situation. C'est que les investisseurs chinois profitent de la défaillance ou de l'absence de l'État congolais. Il existe des lois qui interdisent la pollution de l'environnement ou qui obligent la protection de l'environnement dans l'exploitation des ressources naturelles. Et qu'est-ce qui empêcherait à l'État uniquement d'appliquer ces lois-là lorsque nous avons des cas de pollution de l'environnement et de destruction des moyens de subsistance des communautés autour? Les lois sont là, les institutions sont là, les acteurs sont là. Pourquoi ne pas seulement appliquer les dispositions de loi qui existent et sanctionner les entreprises conformément? Les sanctions, c'est quoi? C'est notamment la réparation. Lorsqu'on a pollué l'environnement, et là on suppose les sols, l'air, en fait l'eau pour les communautés, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit engager des moyens nécessaires pour pouvoir dépolluer ou corriger les sols, l'air ainsi que l'eau. En même temps, si par cet incident, on a détruit les moyens de subsistance des communautés, notamment les activités de pêche, notamment les champs, on doit indemniser toutes ces communautés-là. Au-delà de tout ça, lorsqu'on estime que les moyens dont l'entreprise dispose ne sont pas suffisants pour contenir les dégâts chaque fois, la résolution, c'est de délocaliser cette communauté et de la relocaliser à un endroit où elle est à l'abri de tous ces incidents. Tout cela n'est pas fait. Alors, ce sont des moyens disponibles dont disposent les entreprises que l'État connaît suffisamment, mais vous allez voir que il n'y a pas de pression pour les entreprises, il n'y a pas d'interpellation. Les entreprises évoluent comme des États dans un État. Vous avez évoqué un autre élément intéressant que je voulais aborder avec vous tout à l'heure, justement, c'est celle de la responsabilité de l'État, des structures de l'État. Vous avez évoqué deux éléments. Étude d'impact environnemental, étude de gestion environnementale après les travaux qui sont faits par la compagnie minière.
Aujourd'hui, il est quand même surprenant de constater que des compagnies comme CDM qui existent depuis 5 ans à Lubumbashi et d'autres d'ailleurs dans les autres provinces de l'ex-Grand Katanga existent et que ces violations-là des normes environnementales sans que l'État congolais ne puisse réagir. Vous avez évoqué un autre élément qui est pertinent, c'est de se dire que les compagnies chinoises finalement finissent par s'accommoder des défaillances de l'État, de la corruptibilité de certains agents justement pour se permettre de faire ce qu'ils font. Parce que lorsque dans votre rapport vous dites que les murs de la compagnie sont à 10-15 mètres de ces communautés, de ces quartiers résidentiels, ça se posait la question: comment une entreprise comme CDM, comment une entreprise qui traite des produits miniers aussi importants, en grande quantité et qui justement demande l'usage des produits chimiques, comment l'État congolais a-t-il pu justement laisser une entreprise comme celle-là œuvrer à quelques 10-15 mètres d'un quartier résidentiel? Voilà, c'est vraiment une question intéressante que tout le monde est en train de se poser en tant qu'acteur du changement. Il faut signaler que l'entreprise CDM existe depuis 2006, mais les gros impacts ont commencé à être enregistrés dans les 10 dernières années ici. Sinon, c'est depuis 2006 que l'entreprise existe. Généralement, l'État congolais dispose des études géologiques de toutes les concessions ou de tous les gisements qui existent au Congo, mais les entreprises aussi ont la possibilité de mener des études au sujet des gisements. Et dès que l'entreprise se sent intéressée par un gisement et qu'elle a besoin d'exploiter, elle doit obtenir le permis d'exploitation. C'est à Kinshasa. Généralement, les entreprises préfèrent aller à Kinshasa et obtiennent les permis, c'est ce que le code minier prévoit. Et dès que l'entreprise a les documents, l'entreprise doit revenir maintenant sur le lieu d'exploitation. Et là, c'est dans une province qui dispose aussi d'autres autorités et d'autres services techniques qui doivent l'accompagner pour pouvoir commencer les opérations d'exploitation. Mais la loi prévoit que avant de commencer l'exploitation, il faut une étude d'impact environnemental. Vous voyez, cette étude doit déterminer quelles sont les activités qui se font sur le site à exploiter ou autour du site à exploiter. Est-ce qu'on a des villages? Est-ce qu'on a des cours d'eau? Est-ce qu'on a des forêts? Est-ce qu'on a des cimetières? Ainsi de suite. Et au cours de l'étude, l'entreprise doit, à part ses experts, pouvoir comprendre qu'il sera important, par exemple, de délocaliser X communautés ou, je ne sais pas, de détourner, je ne sais pas, les cours d'eau pour permettre aux communautés de vivre, quelle que soit l'implantation ou quels que soient les impacts de l'entreprise. Et l'entreprise doit organiser des consultations avec les communautés en présence de l'État pour pouvoir les informer que voilà, j'ai le permis d'exploitation, je dois exploiter ici et vous êtes là. Mais quand je vais exploiter, voici les avantages que mon projet minier va vous apporter. Et voici les désavantages qu'il y aura par l'exploitation. Je vais exploiter tel minerai, je vais utiliser telle méthode, tout cela. Et là, les communautés doivent comprendre très bien et elles doivent poser des questions. Et l'entreprise doit dire, par rapport aux impacts négatifs, je souhaite vous délocaliser pour vous mettre à l'abri. Tout cela se discute avant. Mais le problème, c'est que il n'existe même pas de consultation. Les entreprises débarquent avec des permis d'exploitation et elles commencent les activités sans tenir compte de l'existence de communautés ou de toute autre ressource autour. Vous voyez? Et généralement, ça signifie quoi? Ce n'est pas l'État comme institution qui accorde ces titres-là. Ce sont des personnes politiquement exposées qui octroient ces titres aux investisseurs. Voilà pourquoi je parlais de la corruption ou de l'absence de l'État. Un ministre, c'est un représentant de l'État. Il représente l'État, il engage l'État dans les discussions. Et quand les ministres négocient un projet ou un partenariat, c'est à l'avantage de la population ou de l'État. Mais vous allez voir que les ministres négocient comme lui, comme individu. Et généralement, vous allez voir que les ADC a ces problèmes. Il y a beaucoup de sites miniers qui ont été vendus, cédés à des moindres coûts. Un opérateur achète une concession aujourd'hui à 5 millions et après 6 mois, le même opérateur revend la même concession à 600 millions. Vous voyez? Ça, c'est un individu qui négocie un contrat et
avant même que le contrat ne soit signé, il a déjà contracté des prêts auprès de l'investisseur et c'est maintenant des compensations qui vont se faire. Vous voyez, toute cette machination-là, c'est ça qui rend opaque la gestion des ressources et c'est ça qui rend intouchable les investisseurs. Quand vous regardez très bien, un investisseur chinois qui vient investir, il a déjà accordé un prêt à un gouvernement, par exemple national ou provincial, ou à une autorité nationale ou provinciale, pour pouvoir être protégé. Et quand il y a des incidents comme ça, on ne sait pas les interpeller parce que on a des comptes à rendre, on est redevable en tant qu'autorité. Et pour nous, ça c'est un gros problème qui fait que l'État est incapable vraiment de poursuivre ces gens-là, d'instruire ces gens-là à respecter les lois du pays en matière de l'environnement ou du développement local, tout simplement parce qu'il y a des pratiques de corruption, il y a l'absence de l'État, il y a des personnes politiques qui négocient en lieu et place de l'État et ce sont ces mêmes personnes qui tirent les dividendes de ces activités. C'est vraiment, c'est dommage et c'est très triste. La question de la complicité des autorités, de la complicité des autorités congolaises dans ces situations-là. Parlons de cette complicité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une situation qui se remarque un peu partout sur le continent africain, malheureusement. Aujourd'hui, lorsque vous avez mené votre enquête, est-ce que vous avez pu constater les influences de cette complicité dans vos interactions avec les responsables de CDM? D'abord, est-ce que CDM a accepté de vous recevoir, de vous écouter et d'écouter un peu ce que vous vouliez faire et quelles ont été leurs réactions? Merci. Ce qui est vrai, c'est que les entreprises chinoises sont les plus fermées du pays. Dans plusieurs études que nous avons menées, il n'y a pas d'études qui ont connu des difficultés comme les entreprises chinoises parce que les portes sont toujours fermées. Nous avons écrit 2 fois à l'entreprise CDM pour demander un entretien en vue d'échanger sur les données que nous avons pu récolter sur terrain et puis d'avoir le point de vue de l'entreprise. Et l'entreprise a refusé. L'entreprise a accusé réception de nos 2 demandes d'audience, mais l'entreprise ne nous a pas invités, nous avons forcé, ça n'a pas tenu. Mais quand nous avons programmé la conférence de presse, cérémonie pendant laquelle nous devrions publier le rapport d'études, nous avons partagé également l'invitation à l'entreprise CDM pour qu'elle vienne participer à la conférence de presse. Pour nous, l'idée c'était vraiment de créer une opportunité d'un débat contradictoire. Et nous avons immédiatement vu les autorités de CDM nous appeler pour nous demander de ne pas publier les rapports et qu'ils étaient prêts à pouvoir nous recevoir pour discuter. Et là, c'était à la veille. Nous avons dit, en fait, ça aurait peut-être été mieux que vous veniez seulement à la conférence. Comme ça, on discute tout ça. Parce que nous avons demandé des entretiens avant, vous n'avez pas accepté. Donc, ce qui est vrai, c'est que la plupart d'entreprises n'acceptent pas des entretiens avant. C'est seulement quand vous publiez un rapport que maintenant qu'elles ouvrent leurs portes et que vous pouvez discuter. Voilà pourquoi même après la publication du rapport, nous avons écrit et nous continuons à demander à CDM de nous recevoir pour qu'on discute cette fois-ci sur le suivi des recommandations que nous avons faites dans notre rapport. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que CDM a envoyé 3 personnes de ces responsables qui sont venus participer à la conférence de presse. Il y a eu des questions auxquelles ils ont répondu et dans leurs réponses, ils continuent à rejeter en bloc toutes les plaintes des communautés liées à leur exploitation. Mais ils ont quand même reconnu qu'ils ont des conduites ouvertes, donnant vers l'extérieur de la concession, qui ramènent les liquides de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi nous avons demandé que ces conduites-là soient fermées. Il y a même un responsable de l'État qui était dans la conférence qui avait également demandé que CDM puisse fermer ces conduites-là, que CDM puisse renforcer ses capacités de rétention des rejets à l'intérieur de sa concession. Mais ça, c'était un message verbal. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'État congolais le fasse par écrit? Ce sont des ordres qu'il faut intimer à CDM. Parce que CDM a l'obligation de protéger l'environnement. C'est ça. Mais le simple fait déjà qu'ils aient des conduits qui soient ouverts et qui donnent sur des quartiers résidentiels, c'est un problème. Et c'est là qu'on voit un peu la contradiction entre... Je suppose l'impact a été visé par les autorités de l'État qui ont pris le temps de lire le contenu et de visiter le site. Même quand les états d'être construits avant le lancement, les autorités étaient informées. Ce qui est grave dans notre pays, M. Christian, c'est que, par exemple, le ministre provincial n'a pas l'autorisation d'accéder dans un site minier sans l'autorisation des autorités nationales. Imaginez-vous un conseiller du ministre, un ministre provincial qui a reçu également les plaintes de communautés et qui veut aller dans la concession pour voir exactement de quoi il est question, mais on lui refuse l'entrée. Et subitement, c'est un ministre national qui appelle
pour demander au ministre provincial de rentrer dans son bureau. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment décevant. C'est pourquoi nous demandons à nos autorités d'être responsables. D'être responsables parce qu'elles sont là pour le pays et non pas pour leurs intérêts. Et c'est vraiment dommage ce que vous dites, les interactions entre les gouvernements provinciaux, le gouvernement national et les contradictions qui y ressortent lorsqu'il s'agit justement de traiter la question des investissements chinois, des investisseurs chinois. C'est une problématique que l'on a constaté notamment dans le cas de la province du Sud Kivu, où il y a eu ce genre d'interaction entre la province, les autorités provinciales du Sud Kivu et le gouvernement à Kinshasa. Aujourd'hui, lorsque vous avez mené votre enquête, avec la descente sur terrain, quelle est la situation des communautés autour de l'entreprise CDM aujourd'hui? En fait, la situation est déplorable. La situation nécessite une intervention urgente de l'État congolais pour permettre aux communautés d'être rétablies dans leurs droits. À l'heure actuelle, quand vous y allez, les conduites permettant le déversement des rejets toxiques de la concession de cette vers l'extérieur sont encore là et elles continuent à être utilisées comme moyen de gestion des rejets. Nous sommes pendant une période de grande pluie. Maintenant là, il pleut presque tous les jours et sont de plus abondantes avec une précipitation estimée à 2 mm. Et l'entreprise continue à ouvrir ses vannes et qui envahissent les communautés. Il n'y a presque plus de routes. L'érosion a détruit presque toutes les routes principales. Les maisons généralement inondées. Les enfants jouent dans des eaux acidifiées. Les potagers qui ont été détruits n'ont jamais été indemnisés. Et l'entreprise n'est toujours pas interpellée parce qu'on ne voit pas de changement jusque-là. C'est ça la situation qui se lit aujourd'hui dans les 3 communautés de Kamatete, Kasapa et Kamisepe autour de l'entreprise CEDEM. Quelles sont les actions que les communautés locales ont pu mener jusque-là? Est-ce qu'elles ont pu entrer en contact avec les autorités, les responsables de CEDEM? Oui, en fait, chaque entreprise dispose d'un département de liaison, donc d'un département du social qui dispose des unités ou des agents de l'entreprise affectés au sein des communautés pour pouvoir servir de liaison. Pour pouvoir récupérer les plaintes des communautés et les acheminer auprès de l'entreprise et rapporter les réponses de l'entreprise vers les communautés. Mais ce sont des unités juste fantaisistes. Parce que dans le cas échéant, les incidents sont là, les problèmes sont là, les preuves sont là, sont observables par tous. Ça ne demande pas un agent de liaison et consort. Les médias ont relayé plusieurs fois les plaintes des communautés. Et tout le monde a suivi. Et nous avons également suivi que des ministres provinciaux se sont rendus dans la concession pour pouvoir s'imprégner de la situation. Mais après tout cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Aucune mesure répressive, aucune amélioration de la situation sur le terrain. Les communautés crient toutes les fois. Les communautés saisissent généralement les autorités, mais ce qu'on déplore, c'est l'absence de l'État dans toute la situation. Sinon, les autorités sont saisies. CEDEM lui-même est saisi. Parce que même à la conférence de presse organisée par AfroWatch, les représentants des victimes étaient là. Ils ont donné des témoignages vivants devant lesquels les agents de CEDEM ont manqué d'arguments. Les agents de l'État étaient là dans la conférence. Ils ont suivi. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'amélioration. Aucune situation n'a été réparée. Les faits sont restés comme tels et CEDEM continue à produire dans les mêmes conditions de destruction de l'environnement et de destruction des moyens de subsistance des communautés. Voilà pourquoi nous, on n'a pas voulu aller trop loin. Nous avons simplement recommandé soit l'entreprise CEDEM délocalise ces installations, soit l'entreprise CEDEM délocalise toutes les communautés en respectant les procédures indiquées. Ça serait beaucoup plus mieux. Ça, c'est l'une des recommandations que vous aviez données. En termes de difficultés, on n'a pas accès à l'étude d'impact des CEDEM et d'autres entreprises. On ne connaît même pas leur plan de gestion environnementale. C'est seule l'entreprise et certaines autorités de l'État qui sont en possession de ces documents-là. Alors que la loi oblige l'entreprise à publier ces documents et à organiser des sessions de sensibilisation des communautés au sujet. C'est un document qui doit être public.
Mais vous allez voir que c'est un tabou, c'est un secret, on ne peut pas y accéder. C'est ce qui est trop compliqué. C'est ce problème que vous avez évoqué sur la non-transparence sur les plans de gestion environnementale et les études d'impact environnemental. L'État congolais, les responsables de l'État congolais auraient dû justement veiller à ce que la loi soit appliquée, parce que vous avez évoqué le fait qu'il y ait des lois qui existent, qu'il y ait des outils de répression, des outils de contrôle qui existent, mais qui ne sont pas toujours appliqués. Qui ne sont pas appliqués. Les communautés locales aujourd'hui sont victimes d'une pollution. La lecture de votre rapport, elle est très très édifiante parce que elle met en lumière des problèmes très sérieux. On sait voir l'impact qu'aura ce genre de pollution sur 10, 15, 20 ans, sur ces communautés, sur la santé, sur la santé des communautés, des enfants qui grandissent dans ces communautés-là. Et le fait que l'État congolais ne puisse pas réagir est un véritable problème que nous devons absolument dénoncer. Vous avez mené votre enquête. Quelles sont les recommandations que vous aviez faites et que vous, aujourd'hui, en tant qu'expert sur le terrain, comment vous voyez la situation évoluer demain? La situation est très critique. Et si l'État ne reprend pas ses responsabilités, je pense que on aura plus d'environnement au Congo. Alors que par rapport aux enjeux du changement climatique, le Congo, c'est une réserve importante pour améliorer ou corriger certains défauts qui ont été en fait orchestrés par l'exploitation industrielle au niveau de l'Occident. Mais si au niveau du Congo, nous ne savons pas protéger ce qui nous reste pour faire face au réchauffement climatique, je pense que la situation est catastrophique. Aussi, dans nos recommandations, on demande vraiment que le pouvoir judiciaire fasse son travail, que toutes les personnes impliquées dans de telles situations soient interpellées, sanctionnées conformément à la loi. Parce que, à la lueur où vont les choses, c'est compliqué. Aujourd'hui, on veut parler du développement mondial. On voudrait que les entreprises, avec la révision du code minier, que les entreprises puissent contribuer obligatoirement au développement local. Mais comment voulez-vous qu'une entreprise finance la construction d'une école pour des enfants qui sont appelés à mourir après 1 mois à cause de la pollution de leur environnement, à cause du rejet des acides et consorts dans leur environnement? Comment voulez-vous? Même si on construit de belles écoles, qui vont étudier là-bas? Même si on a de beaux centres de santé, qui vont s'y rendre? Même si on a de belles routes, qui vont les exploiter? Parce que tout le monde est appelé à mourir à cause de la pollution de l'air, du sol, de l'eau. Vous voyez? Voilà pourquoi nous demandons que l'État reprenne ses responsabilités. Même tout ce qu'on déplore, vraiment il y a un problème d'absence de l'État. Il y a des individus qui ont pris en otage l'État-institution et qui sont en train d'en bénéficier. Dernièrement, on a déploré l'exploitation illicite des minerais à l'est du Congo. Vous l'avez évoqué. On a trouvé plusieurs entreprises là, sans documents, sans permis, qui exploitent, qui sont installées. Mais installées par qui? Protégées par qui? Nous avons suivi la ministre des Mines qui a effectué une visite partout là et qui a promis vraiment de recadrer les choses. Mais jusqu'à aujourd'hui, toutes ces entreprises-là qui avaient été suspendues ont déjà repris leurs activités, toujours dans l'illégalité. Voyez un peu l'état de droit. Je pense qu'il faudrait que l'État se ressaisisse. Il faudrait que le pouvoir judiciaire fasse son travail. Mais là également, il se pose un problème d'indépendance. Donc, il y a énormément de défis au Congo qui ne permettent pas cela. Mais au-delà de tout ça, les investisseurs, les entreprises multinationales font partie prenante de plusieurs directives internationales qui exigent la protection de l'environnement. Mais elles n'arrivent toujours pas à respecter. Alors, à un certain moment, on est en train de remettre en cause vraiment le rôle que jouent toutes les initiatives internationales, que jouent les institutions bancaires ou les institutions financières internationales, qui octroient par exemple des prêts ou qui jouent un rôle dans beaucoup d'investissements en Afrique. Vous avez des directives qui imposent au contractant, au bénéficiaire qui est l'investisseur, de pouvoir respecter les questions de protection de l'environnement. Et vous mettez votre argent là sans pouvoir suivre ce qui se passe sur le terrain. Et même les consommateurs finaux, finalement, Wayou Cobalt, et même si Wayou Cobalt aujourd'hui, c'est le terminus des produits exploités au Congo, au Cobalt principalement. Mais
ce n'est pas le cobalt qui fabrique nos téléphones, nos ordinateurs et consorts. Il y a des multinationales américaines, européennes qui rachètent et qui sont à la base des diligences raisonnables, qui sont à la base des directives. Voilà pourquoi on demande qu'il y ait quand même au niveau de la chaîne d'approvisionnement, qu'il y ait une reprise de conscience et de responsabilité en matière de protection de l'environnement, tant au niveau de la production qu'au niveau de la consommation. C'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Richard Ilunga. C'est sur ces mots qu'on va mettre fin à notre entretien. Je rappelle à nos auditeurs que CDM, Congo Dongfang Mining, est membre de et c'est la filiale congolaise de Zhejiang Huayo Cobalt, qui est une compagnie minière chinoise. Monsieur Richard Ilunga l'évoquait tout à l'heure, les initiatives internationales à laquelle participent ces entreprises. Zhejiang Huayo Cobalt Mining est membre de Fair Cobalt Alliance, une alliance qui a été mise en place justement pour veiller à ce que la chaîne d'approvisionnement du cobalt soit propre de dommages sur l'environnement, propre et en termes de respect des normes, en termes de respect des lois sur les droits du travail et sur les normes environnementales. Elle est aussi membre d'une autre initiative avec d'autres entreprises outre de Fair Cobalt, d'autres entreprises chinoises qui veillent à ce que justement que leur impact environnemental leur empreinte sur l'environnement soit plus positive que négative. Monsieur Richard Ilunga, je vous remercie pour votre participation. Je tiens à rappeler aux auditeurs qui nous suivent que Monsieur Richard Ilunga est membre de l'ONG AfroWatch. Ils ont publié un dernier rapport qui s'intitule « L'exploitation minière de l'entreprise Congo Dongfang Mining et ses impacts sur l'environnement ». Santé des communautés des quartiers Kassapa, Kamatete et Kamisepe dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Pour avoir accès à leur rapport, vous pouvez visiter leur site internet. Monsieur Richard Ilunga, si on veut joindre l'ONG, comment nos éditeurs peuvent-ils entrer en contact avec vous? Merci, M. Christian. Nous avons un site web, c'est www.afriwatch.org. Et sur Twitter, nous sommes sur @AfriWatch et sur Facebook, nous sommes sur AfriWatch. Physiquement, nous avons notre bureau. Nous avons 3 bureaux. Nous avons le siège à Lubumbashi. C'est au numéro 792 de l'avenue Lufira, dans la commune de Lubumbashi. Nous avons un bureau à Kinshasa et nous avons également un bureau à Goma. Nos numéros de contact, c'est les 081 8 577 577 et le 082 230 48 00. Je vous remercie, M. Christian, de m'avoir donné l'opportunité de relayer les plaintes des communautés autour de CDM au niveau international. Merci beaucoup. C'était là notre entretien avec M. Richard Ilunga de l'ONG congolaise AfroWatch. Pour nous résumer, que pouvons-nous retenir? Les lois et les normes liées à la protection de l'environnement dans le secteur minier en RDC existent. Les acteurs et les opérateurs miniers en sont informés. Le non-respect de ces normes est la conséquence notamment de la défaillance de l'État et de ses structures qui ne veillent pas à ce que les entreprises soumettent et appliquent les études d'impact environnemental de leurs opérations. Ce non-respect est aussi la conséquence de la corruption des élites politiques qui, profitant des largesses financières de certains opérateurs miniers chinois corrompus, ferment les yeux sur leurs mauvaises pratiques minières. Au final, ce sont des milliers de citoyens congolais qui en subissent les conséquences. Nous l'avions dit au cours de notre échange, la question de la pollution de l'environnement est quasiment endémique dans les opérations minières chinoises sur le continent. Et il est plus qu'urgent que les autorités africaines prennent le problème à bras le corps et prennent leurs responsabilités en main. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Afrique-Chine. La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com/AfriqueChine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, AfriqueChine, Afrique avec un K, pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur www.projetafriquechine.com/s'abonner.